Bonjour à tous et merci encore une fois de capter www.svenmediab.info et 89.3 MHz, la radio Sven, pour suivre votre magazine La Transparence. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau deux invités, Monsieur Raphaël Wakenge, qui est coordinateur national de la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle. Il est également coordinateur de l'initiative congolaise pour la justice et la paix. Monsieur Raphaël Wakenge, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, j'ai M. Godefroy Mouivois, qui est directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. M. Godefroy Mouivois, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez été maintenu à ces postes. J'espère que vous avez de l'expertise qui vous a permis d'être encore là. Non, être là, ça veut dire qu'on a nommé les ministres et on n'est pas encore arrivé à l'étape des nominations des cabinets. Je ne pense pas que ça soit être retenu ou pas par expérience ou pas. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais sinon, je suis encore là. Ok, merci beaucoup. Avec nos deux invités, nous allons devoir aborder deux sujets. Le premier concerne toute la nation congolaise, bien sûr. Il s'agit du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la 76e Assemblée nationale des Nations Unies à New York le 21 septembre 2021, qui a d'ailleurs coïncidé avec la Journée internationale de la paix. Et le deuxième sujet va concerner la récurrence des cas de justice populaire, pas seulement à Bukavu, mais sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Nous allons commencer avec M. Raphaël Wakenge. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, 15 pages, une trentaine de minutes. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours? Merci. J'ai suivi le discours du président de la République et je l'attendais. Je l'ai suivi du début à la fin. Et à la fin, je me suis rendu compte que le président de la République a parlé du commun des mortels, de presque ce que tout le monde pouvait attendre. Mais il était difficile de pouvoir, après avoir examiné toutes les recommandations qui ont été formulées dans ce discours, de se poser la question de savoir s'il a parlé comme un citoyen congolais, s'il a parlé comme un acteur politique, un chef d'État, ou comme le président de la République démocratique du Congo, ou comme le président de l'Union africaine. Et donc, il est difficile de pouvoir savoir à quel niveau il a touché les préoccupations de la population congolaise. Mais puisqu'il est président de l'Union africaine et en même temps président de la République démocratique du Congo, vous auriez voulu qu'il parle en tant que qui? J'aurais souhaité qu'il puisse savoir harmoniser tous ces éléments là-bas et en mettant l'accent sur les préoccupations de la situation qui prévaut au Congo. Parce que le mandat africain, c'est un mandat d'une année qui est presque à sa fin. On a de la peine à savoir quels sont les actes concrets qu'il a réalisés. Dans notre pays, ici, on a aussi de la peine à savoir quelles sont les réalisations qui ont déjà été faites avec son mandat, qui est presque à mi-chemin. Et donc, on aurait souhaité qu'il tire la substance de son discours dans les préoccupations quotidiennes de la population congolaise. Nous sommes dans une phase de refondation de la République et il y a beaucoup de crimes qui ont été commis, il y a des femmes qui ont été violées, des gens qui sont morts, des villages qui ont été incendiés, des gens qui ont en déplacement jusqu'aujourd'hui. La communauté internationale a fait des choses, notamment le rapport Mapping, et il y a d'autres rapports qui ont été publiés.
Nous pensions que après une année que le président ait dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé et que finalement il est revenu sur la question des justices transitionnelles, nous pensions que pour construire un État, il fallait scruter dans le passé, voir ce qui se passe aujourd'hui et profiner dans le futur. Il n'a touché aucun élément qui concerne, n'est-ce pas, la justice transitionnelle dans son discours. Eh bien, Monsieur Godefroid Moïva, vous avez suivi Raphaël Wakenge, qui ne reconnaît pas les chefs de l'État. Il se pose plusieurs questions de savoir en quelle qualité il a parlé et que les chefs de l'État n'ont pas rencontré les besoins de la population congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez du discours, bien sûr? Oui, bon, pour les discours, permettez-moi que je puisse quand même une toute petite seconde et dire à mon ami que bon, mais je ne peux pas être étonné, ça ne me surprend pas qu'il puisse prendre cette position, parce que il a adopté la position de l'opposition. Or, la société civile, c'est quelque chose, c'est une structure qui doit être au milieu du village, essayer de ramasser par-ci, par-là, conseiller... Au milieu du village, c'est défendre le chef de l'État? Non, non, je ne dis pas ça. Le milieu du village, ça veut dire voir ce qui se passe dans l'opposition et ce qui se passe au niveau du pouvoir. Ce qui est bon, il prend. Ce qui est mauvais, il conseille. Et lorsqu'il dit en bloc qu'il n'y a rien eu, je me suis vraiment désolé, parce que moi, j'ai retenu un président de l'Union africaine suffisamment informé des atouts et des difficultés de l'Afrique. Lorsqu'il a évoqué l'intégration régionale, il a dit que nous ne devons plus accepter l'aumône, nous ne devons plus vivre de l'aumône, des amis qui se disent développés. Là, il a donné, c'est vrai, il est revenu sur le discours de Mobutu de 1974, mais cette fois, parce que Mobutu y est revenu, il a refusé, mais il a continué à dépendre de ces gens-là. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes à un niveau où ça doit cesser. Et les preuves. Mais est-ce que l'Afrique s'est préparée à ne plus recevoir l'aumône au stade actuel où se trouve la gestion de la majorité des pays africains? Tout à fait. Il y a des pays qui sont sortis, et la RDC voudrait sortir de cette affaire, de cet état d'infantilisation à outrance de l'Afrique, des pays africains traités comme des bébés, des enfants à qui il faut donner des biberons. Je pense que c'est le chef de l'État. Il est dans cette logique-là de dire terminé. Vous ne pouvez plus venir régenter nos prix. Vous ne pouvez plus venir régenter notre mode de gouvernance. On est suffisamment informé pour le faire. Là, il est allé quand même au-delà de ce que pensent d'autres. Et au niveau, ça, ce sont des atouts. Mais il s'est dit, c'est vrai, nous avons la richesse. Nous devons capitaliser nos richesses, mais il dit nous avons des difficultés de gouvernance, nous avons des difficultés au niveau des sécuritaires. Lorsqu'il évoque cette affaire des islamistes qui ont envahi presque toute l'Afrique maintenant, toutes les grandes régions de l'Afrique, l'Ouest africain avec le Nigeria, et le Mali, et vous prenez l'Afrique centrale, le Tchad et le Congo. Ils sont maintenant vers le Mozambique, c'est l'Afrique australe. Il s'est dit, il faut faire attention, il faut une coalition internationale contre le terrorisme. Il faut une coalition pour lutter contre ça. Vous sentez une personne informée qui a les soucis de la sécurité de l'Afrique. Moi, je pense que c'est devant ça, Raphaël, mon ami, ne peut pas dire que le chef ne s'est pas retrouvé. Parce qu'il est président des Africains aujourd'hui. Il dit c'est un mandat d'une année, c'est vrai. Et il a chuté au niveau de la RDC, où il s'est dit qu'il faut que les problèmes de sécurité puissent être évoqués. Il a même dit qu'il faut que les États de la région puissent faire attention, parce que les ADF ne sont pas seulement ADF comme le Mobutu les a laissés, ils sont devenus des terroristes. On a des barbus maintenant à Béni. Des barbus qui égorgent les gens avec des vidéos dans la forêt de Béni. Il dit qu'il faut faire attention. C'est vrai, j'ai mis l'état de siège. Ça continue. Mais il faut à tout prix agir
et voir comment les États peuvent s'entraider, parce que ce qui se passe en RDC peut se passer demain au Rwanda, peut se passer demain au Burundi, pourquoi pas en Centrafrique, etc. Donc, c'était un peu un discours d'Africains, mais aussi un discours de Congolais, parce qu'il a parlé d'état de siège. Il a dit que sur le plan sanitaire, les Congolais, nous sommes oubliés. Il a même dit ça pour l'Afrique. L'Afrique est oubliée. Quand il dit les Congolais, nous sommes oubliés, qui nous a oubliés? Parce que lui dit que l'Afrique n'a plus besoin d'aumône. Vous avez même dit que les Congos veulent sortir de cette situation d'aumône. Tout à fait. L'aumône, ça veut dire quoi? Lorsque je parle de l'aumône, je vois la situation économique, où on vient vous dominer, on exploite tout et on ne vous laisse rien. Mais pour la pandémie, pour cette pandémie-là qui est venue, que eux ont amené, parce que ce sont ces pays développés qui ont amené cette pandémie, et qui aujourd'hui saucissonnent, donc essayent de donner à des régions des vaccins. Ils amènent des vaccins, et ce n'est pas... Ces vaccins viennent de ce qu'on appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où nous sommes membres. Et cette organisation-là, pour remettre ces vaccins à des pays, il essaye de les faire à compte-gouttes. Mais pourquoi la République démocratique est en train d'attendre alors que certains pays se prennent en charge? Je donne par exemple l'exemple des États-Unis d'Amérique, les États-Unis, où nous les connaissons bien. Pendant cette période des pandémies, la pauvreté a baissé. Bon, les États-Unis produisent les vaccins. Nous ne sommes pas producteurs de vaccins. Et la Chine a produit aussi des vaccins. Donc, ça veut dire que ces vaccins-là... Donc, la RDC est incapable de produire des vaccins. Non, nous n'avons pas vraiment encore l'attaque. Bon, nos gens font des recherches, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens pour développer cette recherche-là et pouvoir nous faire accepter sur le plan mondial, sur le plan de cette recherche-là. Donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas encore au niveau d'obtenir cette autonomie. Non, l'autonomie au niveau de l'OMS, nous sommes membres, je vous dis. Parce que lorsque vous produisez les vaccins, c'est l'OMS qui l'achète. Il achète pour les donner, parce que quand on va vous vacciner, on ne va vous demander rien. L'OMS achète, mais les pays contribuent. Donc, ça veut dire que sur ce plan-là, le chef de l'État a été soucieux de la sécurité qui ne marche pas encore au niveau de l'Est, mais pour laquelle il met des moyens, il met la stratégie pour l'éradiquer. Ok, merci beaucoup, Monsieur Godefroy. Merci beaucoup. Nous vous avons donné suffisamment de paroles. Je vais lire une partie du discours du chef de l'État. Permettez-moi. Il dit: face à la persistance de ces cancers qui minent le pays, au nord-est, là il s'agit de la République démocratique du Congo bien sûr, et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo MONUSCO en sigle sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, ça c'est le chef de l'État qui le dit, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ces régimes constitutionnels d'exception, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, assument la totalité de la responsabilité des gestions administratives et sécuritaires des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Et par la suite, il a vanté... il a cité les réalisations de cet état de siège, puisque Monsieur Godefroy avait déjà parlé déjà de la situation sécuritaire. Monsieur Raphaël Wakenge, face à cette situation, état de siège, il y a des avancées. Il a même dit qu'il mettrait fin à cette situation d'exception que lorsque les circonstances qui l'ont créée auront pris fin. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai suivi cet extrait du discours du président de la République et je me suis demandé si il a exploré, n'est-ce pas, la situation réelle du terrain.
J'ai l'impression que les évaluations que le président de la République reçoit, ce sont des évaluations qui viennent des officiels. Et nous aurions souhaité qu'ils tiennent compte aussi des évaluations qui s'effacent par d'autres acteurs concernés par la question sécuritaire. C'est chaque jour que les acteurs de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu se plaignent de la situation et considèrent que l'état de siège n'améliore pas le quotidien de la population sur le terrain. Et je pense que en disant cela dans son discours à la face du monde, quelque part, il n'a pas tenu compte de la réalité. Il y a une sorte d'inadéquation entre ce qu'il a dit, ce qu'il a observé comme avancée par rapport à la réalité du terrain. L'état de siège qui doit être évalué, ça nous fait une sorte de honte lorsque on doit faire une évaluation. Déjà, c'est à 8 reprises que... La 8e prorogation. Oui, l'Assemblée nationale. 8e prorogation. Ceux qui nous lisent, ceux qui nous suivent, ceux qui font attention sur ce qui se passe dans notre pays, vont à un certain moment nous dire que nous ne sommes pas vraiment sérieux. Et moi, j'ai honte. Je me dis que pourquoi à un certain moment, s'il y avait une bonne évaluation, on allait dire carrément, on va faire l'état de siège pour 5 ans ou 1 année. Mais lorsque chaque jour, on doit proroger, et que la situation sur le terrain, pour nous qui avançons, qui avançons, qui allons sur le terrain, qui voyons un peu les réalités sur le terrain, ça nous fait tiquer sur la volonté de pouvoir obtenir des réponses. Et si on va jusqu'à affirmer que on va lever cet état de siège, lorsque les circonstances qui ont déterminé pour ça sera quand? Ça signifie qu'à un certain moment, cette situation ne va pas perdurer. En fait, va perdurer, va continuer de manière éternelle, même jusqu'à après son mandat. Donc, vous comprenez que nous ne savons pas où est-ce que nous allons avec ce processus-là et ça nous inquiète. En ce moment-là, comment va se comporter l'Assemblée nationale? Parce que le chef de l'État a dit qu'il ne va pas stopper avec l'état des sièges, d'après ce qu'il faut comprendre de son discours. Et à quoi servirait l'Assemblée nationale? Parce que c'est elle qui accepte ou c'est toutes ces conjugations des efforts d'évaluation de la situation qui doit permettre à notre État de pouvoir faire la relecture. Voilà le concept qu'on utilise. Il faut faire une relecture qui permet de recadrer, n'est-ce pas, ce processus de l'état de siège dans lequel se trouvent quelques provinces de notre pays ici. C'est de la responsabilité du gouvernement, de l'Assemblée. Oui. Comment vous jugez cet état de siège? On avance, on recule. Moi, j'ai l'impression que rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est aujourd'hui les militaires qui sont en mouvement. J'ai eu l'occasion de parler avec certains des responsables de ces provinces, des militaires, et je leur posais souvent des questions. Est-ce que vous pensez que ce sont les opérations militaires ou les opérations militaires suffisent pour apporter la paix dans ces provinces-là? Ils me regardaient dans les yeux. Ils n'avaient pas de réponse directement. Et donc, eux-mêmes sont en train de constater que ce ne sont pas seulement les opérations militaires qui peuvent apporter des solutions, mais qu'il faut coupler ça avec... Et donc, il y a une nécessité de recadrer même les outils qui ont mis en place cet état de siège. Si une bonne évaluation avait été faite ou est faite,
on pourrait avoir, n'est-ce pas, d'autres ingrédients qui permettent à soutenir l'idée de l'état de siège qui puisse se poursuivre, ou alors à arrêter. Mais avec quoi faut-il coupler cet état de siège, puisque vous en parlez? Bon, c'est pourquoi il faut s'attendre à une évaluation, une bonne évaluation objective de la situation. Mais qui doit faire cette évaluation, Monsieur Raphaël? Il y a plusieurs éléments qui vont dicter, n'est-ce pas, cette évaluation. J'aurais souhaité que certains acteurs indépendants, n'est-ce pas, contribuent dans cette évaluation. Quand je parle des indépendants ici, il s'agit peut-être aussi des acteurs de la société civile qui, avec les étatiques, essayent de voir comment, parce que la question de la paix, c'est une paix recherchée par nous tous, et ces mécanismes-là doivent répondre aux attentes de nous tous. Et donc, nous pensons que nous avons besoin d'une évaluation objective de la situation, de l'état d'avancement, de l'état de siège, et les acteurs de la société civile peuvent contribuer dans cette évaluation. Et à l'issue de cette évaluation, on peut voir s'il faut continuer à proroger ou il faut arrêter carrément et trouver un autre mécanisme qui peut nous amener à la paix dans notre province. Mais quelles sont les attentes de la population par rapport à la paix, parce que vous l'avez relevé? Je suis en train de croire, et le président de la République et le gouvernement lui-même le sait, que la paix c'est une priorité, et cette paix peut passer aussi par la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Okay. Nous pensons que nous sommes en train de vouloir créer un État où il fait beau vivre. Nous ne pouvons pas nous passer de ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a des choses que nous avons vécues. Les traces sont encore là. Les blessures sont encore là. Et nous pensons, comme le dit Mukwege, il dit, est-ce qu'on va construire un État sur des fosses communes? Non. Et donc, nous avons besoin de nous ressourcer aussi sur ce qui s'est passé dans notre pays pour bien projeter l'avenir de notre pays. C'est pourquoi le président de la République lui-même a mis sur la table la question de justice transitionnelle. Ce que nous regrettons, c'est de constater qu'il fait un pas, il recule de plusieurs pas. Et souvent, cela se constate par rapport à la nomination de certaines personnes qui ont trempé dans les crimes dans ce pays et qui se retrouvent encore dans la direction, dans la sphère des décisions dans ce pays ici. La dernière en date, c'est la nomination au niveau de DDRC. Et tout cela continue à faire des débats au niveau de l'opinion. Je pense qu'il faut marcher avec les principes. Le principe est qu'il faut prévenir que ce que nous avons vécu ne puisse plus revenir. Et pour ce faire-là, il faut mettre de côté les personnes qui ont trempé dans les crimes. C'est vrai, on peut dire qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Mais en dehors de la voie judiciaire, il y a la société qui sait lire aussi l'environnement. La population sait qui a fait quoi. Et si les personnes qui ont trempé dans ce genre de choses existent encore et que nous voulons vraiment obtenir une réconciliation dans notre pays, ils doivent être humbles et l'État doit organiser des choses de manière à ce que nous puissions vraiment s'asseoir et trouver des réponses à ce genre de préoccupations. Alors, M. Godefroy Mouivoa, vous avez suivi Raphaël Ouakenge qui dit que la population a besoin de se ressourcer aussi de ce qui s'est passé dans ce pays. Ça, c'est lui qui l'a dit. Il dit qu'on ne peut pas se passer de ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, le chef de l'État aurait pu réclamer clairement la justice transitionnelle du haut des Nations Unies. D'après vous, pourquoi le chef de l'État n'en a pas parlé? Vous savez, il y a beaucoup de gens sont vraiment hantés par
ce qui s'est passé, je les comprends, mais lorsqu'ils disent ce qui s'est passé, ils parlent encore d'ADF, ils parlent encore de guerres dans les plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, ils parlent encore de guerres de Raya Mutomboki, et ils se disent on ne peut pas construire la paix sur les fosses communes. Et vous oubliez ce qui s'est passé ici à Bukavu vous-même. Est-ce que ça s'est terminé? Ce qui s'est passé, c'est terminé. Il y a encore la guerre. Il y a encore des groupes armés. Il y a encore partout, à Codeco, c'est pas moi, Red Tabaré, et tout partout au sud Kivu, à l'est du pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une justice transitionnelle qui commence, et vous voulez aller demander à tel, vous avez fait quoi? C'est lui qui est le commandant de 500 combattants avec des armes lourdes et qui commence à se battre contre vous parce qu'on n'a pas fini avec la guerre. Alors vous allez dire aujourd'hui, je sais, il me l'a dit en coulisses, que voilà, mais comment est-ce que le chef de l'État a mis sur table cette question? Oui, elle est sur table. Mais l'applicabilité aujourd'hui, vous allez faire quoi aujourd'hui? Quoi? Vous allez appeler qui? Pour le moment. Parce que tous ces seigneurs de guerre, la plupart, ils sont en train de faire des histoires, vous savez, ils commettent des exactions contre la population. Est-ce que vous allez faire une justice qui commence d'abord pour une période, pendant que les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui ont les fusils, ils sont encore sur le terrain en train de se battre? Moi, s'il m'arrivait à essayer de convaincre nos amis de la société civile, c'est de leur dire oui, je vais aussi vraiment, je suis d'accord avec Mukwege. Il faut qu'un jour, demain ou après-demain, on dise qui a fait quoi. Il faut que demain on dise qui a bénéficié. Donc, Monsieur Godefroy Mouivoua, oui. Il faut d'abord qu'on attende de combattre ces groupes armés, là, tous ces groupes rebelles, et ensuite on va réclamer la justice transitionnelle. Tout à fait. C'est ça la procédure, c'est long. Moi, je m'inspire toujours des exemples qui ont réussi. Les Rwandais avaient un génocide, ils ont été victimes d'un génocide terrible, parmi les génocides de cette humanité ici. Ils n'ont pas commencé à faire la justice transitionnelle pendant qu'ils étaient en guerre. Il a fallu la fin de la guerre. Ils ont estimé qu'ils étaient suffisamment lotis pour le faire parce qu'il n'y avait plus d'attaques, il n'y avait plus de groupes armés qui les menaçaient à l'interne. Et ils ont commencé les gachacha. Et entre-temps, il faut quoi? Il faut voir comment on continue de décapiter les Congolais et de violer les femmes. Non. On fait comment? Ce n'est pas cette justice-là qui va empêcher qu'on viole les femmes. C'est la guerre. La guerre qui est là. La justice transitionnelle ne vient pas mettre fin à la guerre. La justice transitionnelle veut essayer de colmater. C'est un peu un contrat social entre individus qui se sont battus pour dire vous m'avez fait ça, eh bien vous me payez. Vous avez pris ma vache, vous me payez. Vous avez pris ma femme, vous avez violé ma femme, c'est pas bon. Je m'excuse, tout ça. C'est un peu une justice de réconciliation. Ce n'est pas une justice qui empêche la guerre. Non. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, franchement, dire ok, j'engage la justice transitionnelle, alors que vous avez encore des combats à Ituri, vous avez des combats à Uvira, vous avez des combats dans le nord, dans les plateaux de Calais, vous avez un peu partout. Alors vous allez commencer par où? Mais est-ce que la République démocratique du Congo a les possibilités de combattre ces groupes armés-là parce que le chef de l'État lui-même a soulevé que le pays était encore sous embargo? Oui. À l'époque de Kabila, il était encore sous embargo et l'embargo continue. Je vais vous dire, madame, que le combat contre les groupes armés est là. Il y a les bâtons et la carotte. Les bâtons, c'est les phares de ceux qui combattent. Vous avez appris des opérations dans Uvira Fizi, des opérations récemment dans Calais, et ça continue jusqu'à ce qu'on mette fin à l'activisme des groupes armés, à ces tueries dont vous parlez, à ces viols, à ces violences. On y met fin, et on a mis en place un outil qui va ramener la paix. L'outil dont a parlé mon ami Wakenge, pour dire on a nommé des gens qui ont trempé dans les crimes.
Et ça, ce sont des accusations gratuites. Vous ne pouvez pas dire que parce que tel a été gouverneur pendant les RCD, donc il a trempé dans les crimes. Tel a été administrateur du territoire, donc il a trempé dans les crimes. Non. J'estime que la situation de l'Est, chacun, même mon ami Raphaël Wakenge, a une certaine responsabilité d'une manière ou d'une autre. Vous construisez une maison, vous courez vite pour aller vous faire signer un papier par le responsable du RCD. Vous lui donnez l'argent, cet argent va aller où? Va aller soutenir la guerre à Puerto, vous avez participé. Vous avez un hôpital et vous dites non, je n'ai pas encore régularisé. Il faut que j'ai trouvé un papier au niveau des Goma, on vous donne un papier qui vous permet de fonctionner. Vous avez participé. Vous êtes commerçant, vous avez fait le trafic des coltans, vous avez construit toutes ces maisons de Bukavu avec les coltans qui vous a été vendu par RCD, vous avez participé à la guerre. Donc tous ces gens-là, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils ont été dans la région où il y a eu la guerre. Non, il faut être réaliste. Donc il faut tout oublier. On n'oublie pas. C'est pourquoi je suis d'accord que les rapports sortent. Qu'on dise, ah, madame est telle. Quel rapport? Les rapports Mapping. Il est déjà sorti? Non, il n'est pas sorti. Parce qu'il y a ces rapports-là, les noms que vous voyez, ce sont des faux noms. Les rapports ont dit tel endroit, Kasika, Ouvira, tel endroit, il y a eu des morts. Mais on ne donne pas les responsables. Les noms des responsables sont cachés. Je suis au courant, je suis du domaine. Mais vous pensez que la population ne connaît pas qui a fait quoi? Connaître, c'est un peu difficile, madame. À Ouvira récemment, la population a dit Fulani Njouari ou Fulani. On l'a tué, on l'a mangé. Et après, on se rend compte qu'il sortait d'hôpital. C'était un ami, un de ses amis. Et on l'a mangé. Nous ne pouvons pas dire tel est Raphaël Wakenge, il est coupable, sans avoir produit de preuves. La population a subi. Moi, j'ai subi aussi. Afdel, j'ai subi. Mais je ne peux pas dire c'est elle tant que je ne puisse pas avoir des preuves. Donc, tout le monde qui a vécu... Donc, on doit laisser tous ces gens-là vaquer librement à leurs occupations. On ne les laisse pas tranquilles. On sait qu'il y a un rapport qui n'est pas totalement sorti, mais on dira un jour que voilà, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais entre-temps, lorsqu'on a la guerre, si vous amenez ça, vous n'allez pas avoir la paix. Cette justice que vous cherchez, elle ne va pas marcher. C'est ça le problème. Moi, j'ai dit, il faut, oui, avec Mukwege et les autres qui luttent contre l'oubli, ils disent on ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec eux. Mais attention, nous n'allons pas aujourd'hui dire que c'est... Allez, ça s'ouvre le 30 novembre, les plaidoiries sur qui a tué qui. Mais il y en a plein dans la brousse qui attendent. Ah bon, on fait ça, je ne sors pas. Parce qu'il sait qu'il a tué. Ils sont en train de tuer aujourd'hui. Ils égorgent les gens aujourd'hui. Ben on fait quoi? C'est un problème. Il faut mettre fin à la violence et le moment viendra. Peut-être que je ne serai plus là avec mon ami Wakeng, ou je serai là, je ne sais pas quel âge. Est-ce que vous savez qu'on est en train encore de juger tous les nazis aujourd'hui? Ils sont jugés. Ils sont jugés. Tous les Rwandais sont attrapés après d'une trentaine d'années. On les attrape un peu partout. On les ramène. On ne peut pas être pressé aujourd'hui. Il faut que ça soit aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années, vous dites on ne peut pas être pressé. Il y a une soixantaine d'années, 70 ans et plus que Nuremberg s'est passé. Nuremberg est en train d'être complété jusqu'à aujourd'hui. Donc on doit attendre une soixantaine d'années aussi. Il faut patienter. D'accord, merci beaucoup Monsieur Godefroy. Je sens Monsieur Raphaël dans sa soif de réagir. Je paraphrase Monsieur Godefroy qui dit que la justice transitionnelle ne vient pas mettre fin à la guerre et qu'il faut avoir de la patience. Vous êtes trop pressés, vous de la société civile, d'obtenir la justice transitionnelle. Donc il faut d'abord commencer par combattre, selon ce qu'a dit Monsieur Godefroy, combattre ces groupes et ensuite commencer le processus de là, on les arrête facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas attendre trop. On a déjà attendu longtemps. Ça fait plus de 30 ans, autour de 30 ans, que nous avons vécu ces situations. Je ne suis pas parmi les gens qui pensent qu'il faut d'abord qu'on décime ou meurent toutes les victimes
qu'ils viennent maintenant trouver des dividendes. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut continuer à bonifier, n'est-ce pas, les présumés auteurs de ces crimes-là. Le moment est venu pour qu'ils y répondent de leurs actes. Il a dit, que ce n'est pas parce que quelqu'un a travaillé avec le RCD qu'il est trempé dans les crimes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de discuter pour qu'on obtienne des mécanismes appropriés autour de cette question-là. Je dis que le Congo n'est pas le Rwanda, le Congo n'est pas l'Afrique du Sud, le Congo n'est pas le Maroc. C'est à partir de notre propre situation que nous allons créer notre propre justice transitionnelle. Et nous avons commencé. Nous sommes parmi les gens qui pensent que on ne peut pas arrêter le processus parce qu'il y a quelques groupes armés qui sont opérationnels dans la province du Sud Kivu ou en Ituri. Si on attend ça, ce sont des arguments des gens dont certains d'entre eux ont trempé dans ces crimes là-bas qui sont en train de donner ce genre d'arguments. On va attendre jusque quand? Jusqu'au moment où on va mettre fin à tous les groupes armés qui se trouvent dans le pays? Non. Je pense que le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, c'est de mobiliser la volonté du chef de l'État et des gens qui sont à côté de lui pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la justice transitionnelle. C'est la matière qui va donner une bonne image de notre pays et ses dirigeants dans le pays et en dehors du pays. Nous sommes en train de discuter avec les officiels. Aujourd'hui, on en est au niveau où nous devons définir une politique nationale sur la justice transitionnelle. Le docteur Mukwege, même s'il a signé lui-même le plan de plaidoyer pour la justice transitionnelle ici, il m'a dit que c'est un document de travail. Ce document de travail se trouve déjà au niveau du gouvernement national. Il faut que le gouvernement s'approprie cet outil-là, de manière à ce que, aussitôt que le gouvernement nous invite ensemble, nous allons mettre les inputs dans ce document là-bas pour qu'on obtienne des mécanismes appropriés. Moi, je suis en train de regretter, comme les autres, pourquoi vraiment le président, pendant 30 minutes, quand on va au Conseil de sécurité, on limite le temps des gens. On vous donne 30 minutes, c'est trop. Dire tout simplement que nous formulons une requête, nous voulons obtenir le tribunal pénal international. Qu'est-ce qui l'arrête aujourd'hui à le faire? Nous avons eu une chance dans ce pays, c'est d'avoir un président et tout le monde peut dire Marai Uyu, Hakugusaka, Habawezi Kumutaia Kitu, Asimba Kite. Et donc, quelqu'un qui est présumé avoir... Qui n'est pas trempé. Il a une liberté d'esprit. Et il a les moyens. Et il a la capacité. Il a le pouvoir. La question c'est de savoir pourquoi il est en train de faire un va-et-vient qui ne nous avance pas. C'est pourquoi nous disons le discours qu'il a tenu. Celui qui veut vanter ce discours-là, il peut le faire, mais nous disons qu'il n'a pas touché sur ce que nous, les Congolais, nous, les acteurs de la société civile, attendaient de lui. Et certaines personnes qui sont dans le pouvoir, comme Moïse vient de le dire tout à l'heure, les gens attendent qu'ils disent quelque chose sur la justice transitionnelle. Et c'est seulement à travers cela que nous pouvons voir les horizons dans notre pays ici. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël. Nous allons rapidement aborder le deuxième sujet. Vous comprenez que le discours, c'était pendant 30 minutes. On ne peut pas aborder toutes les questions. Nous allons prendre la question des justices populaires qui est devenue vraiment récurrente dans la province du Sud Kivu. Je prends l'exemple d'une alerte de la société civile. Je vais lire. Une dame décide de quitter le groupe des
Le groupement des Kalongue est vers une destination inconnue mardi 21 septembre 2021, seulement parce qu'on l'accuse des sorcières. Selon les sources de la société civile, donc, celle-ci a fait appel à 2 motards pour son évacuation avec ses 4 enfants, dont un garçon et 3 filles. L'un des motards affirme les avoir amenés jusqu'à Kavumo, mais la dame avait apparemment la destination de Minova. Celle-ci dit au motard qu'elle a peur car elle a été citée comme sorcière parmi tant d'autres femmes. Elle finit à montrer que l'assassinat par balle de Madame Demetia Kununu fait effrayer finalement tout ce qui a été cité comme sorcière et chacune devrait prendre ses préoccupations en attendant que l'État prenne ses responsabilités. Ces femmes-là sont estimées à 214 sorcières. Alors là, on est seulement à Kalongue où un groupe de gens a répertorié 214 sorcières. Donc on comprend que ce sont des femmes qui doivent comme ça être tuées. Une avait déjà perdu la vie et nous avons tous entendu ici que la dame a décidé de fuir. Je tourne directement vers Monsieur Godefroy Mouivois. Vous êtes représentant du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette situation des justices populaires perdure au Sud Kivu? Oui, la justice populaire perdure. Ça a des relations avec l'état général de la sécurité. La criminalité a beaucoup augmenté, ça c'est sûr. Et c'est ce qui fait que même de ce côté-là, tuer une personne, ça devient comme si on tuait même un insecte. C'est ça le problème. Donc, la justice populaire, c'est souvent les jeunes qui estiment que toute mort, tout décès d'une personne, même par maladie, ça vient, donc ça comme cause la sorcellerie. Et ça s'est généralisé. Il y a eu un peu de léthargie au niveau des services de sécurité, services d'ordre, des services où on est en train de brûler quelqu'un. Et dans certains endroits, les services n'interviennent pas pour mettre fin à ça. Et nous avons dit, nous avons fait des notes à notre niveau, nous avons écrit aux administrateurs du territoire, nous avons répété ça. On a écrit au chef de chefferie pour que cela cesse. Qu'on ne puisse pas accuser des gens comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites au-delà d'écrire? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que cela cesse? La mise en œuvre, c'est quoi? On vient d'écouter ici, c'est 214 femmes qui sont visées. La mise en œuvre, on va vous dire, parce que ça commence par ceux qui dénoncent. Il y a ceux qui disent, Nimeona, ça peut être un guérisseur, ça peut être mama wa maombi, qu'on appelle les bajakazi. Niliona katika maombi, oui, mtu, cette personne a été ensorcelée par tel. Ces dames citent. Ou alors les sorciers, tout ça, les devins citent quelqu'un. Nous avons agi sur ces gens-là qui citent les autres, notamment les chambres d'enfermement, les chambres de prière. Et au niveau du site Kivu, nous avons dit toutes ces chambres de prière qui ne sont pas liées aux églises. Parce qu'en fait, les églises ont les chambres de prière, c'est géré par le pasteur. C'est un peu sérieux par rapport à une personne qui se déclare prophète, c'est pas prophétesse. Et les chambres de prière sont fermées, effectivement. Je vous dis, les chambres de prière qui ne sont pas liées aux églises, oui. Nous avons demandé leur fermeture. Et elles sont fermées? Oui, vers Kabare et Walungu, tout ça. Et il y a même de ces dames-là, il y a ceux qui sont aujourd'hui en prison. Ici, si vous descendez à Pageco, vous allez voir ces dames qui ont été arrêtées pour avoir donné des fausses accusations. Cette semaine, il y a eu plus de 3 cas de justice populaire. C'est ça que je vous dis, il y en a eu chez moi. Il y en a eu chez moi à Sangue, il y en a eu. Et nous avons interpellé les responsables de ces entités-là pour nous produire la liste des gens qui ont participé. Parce que c'est pas tout le monde. À Kalongue particulièrement, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour sécuriser ces 214 femmes-là qui sont visées? Pas à Kalongue, c'est dans Ninja, c'est à Kabare. Dans Kabare, Kalongue, c'est dans Calais. Et
nous avons écrit à l'administrateur pour que ces femmes-là soient sécurisées. Vous savez, bon, vous allez dire écrire. Bon, nous écrivons. À la base, il y a des responsables. À la base, il y a chef de chefferie, il y a les chefs de groupement, il y a chef de village. Tous sont sensibilisés et ils savent que chaque fois qu'il y a justice populaire chez vous, vous encourez une sanction. Et nous le faisons aujourd'hui. La preuve aujourd'hui, je cite souvent vers Kiringe, une dame de 86 ans a été lynchée, accusée d'avoir tué deux jeunes filles qui sont mortes curieusement dans un même hôpital le même jour. Bon, on s'est dit, cet événement s'est passé, mais tous les jeunes qui ont fait ça, certains ont fui. Malheureusement, c'est ce qu'on connaît comme problème. Lorsqu'ils apprennent qu'on les cherche, ils fuient. Mais nous sommes tombés sur le chef du village, il va répondre. Parce que ça ne doit plus continuer comme ça, que chez vous, c'est vrai, vous n'avez pas la possibilité de les arrêter, mais il faut dénoncer, on les recherche, on les prend. Lorsqu'on aura condamné à 2 ans, 3 ans, 15 ans de prison, des condamnations exemplaires, je vous dis que c'est phénomène. Petit à petit, les gens vont se rendre compte que c'est une faute. C'est une infraction. Mais aujourd'hui, ceux qui brûlent les autres mangent les chairs, ils passent ici, ils pavanent, ils disent que c'est bon, on a tué quelqu'un, il faut. À Ouvira, on a tué quelqu'un qui revenait d'hôpital, je viens de le dire. Donc, vous voulez nous dire que ces 214 femmes peuvent calmement dormir et qu'elles sont bien sécurisées par l'autorité compétente. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, nous avons un problème de gestion des espaces par la police. Vous allez arriver peut-être à Kalonge, on vous montre 2 policiers ou 3 policiers contre autant de gens. Nous avons un problème d'effectifs. Quand vous lancez un message, batoto ya Kalonge mwingie mu police, kule habakulaki, na ataenda kule kwa ile vitu yenu mu centre habakulaki. Et vous aurez 5, 6, 7, 10 personnes qui viennent au camp moquer là-bas pour se faire comment dire, pour se faire recruter comme policier. Il y a insuffisance d'effectifs de policiers. Si vous ne pouvez pas, si je ne le dis pas ici, pour sensibiliser la population à donner leurs enfants pour servir dans la police. Des localités comme Kalole, où tu as la police moya. Un seul policier contre des milliers de personnes. Il y a manque d'effectifs la police pour sécuriser la population. C'est la vérité. Et donc, c'est ça la difficulté pour mettre fin à la justice populaire. Tout à fait. Parce que lorsque vous dites, vous allez m'arrêter tous ces gens-là qui sont en train de manifester. Ils sont à 300 contre 2 policiers dans le milieu. Il faut quoi, même seront lynchés. Merci beaucoup, M. Godefroy Mouivois. Je vais prendre M. Raphaël Wakenge. Vous avez entendu tout ce que M. Godefroy a dit par rapport au cas des justices populaires qui se sont accentuées cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même l'impression que mon ami Mouivois trouve que c'est une situation normale. Non. Ça a commencé, non, ça continue et ça pourra même continuer. Non. À Kalonge, on parle de 214 femmes en danger. Oui, moi je dis qu'il y a un problème d'interlocuteur par rapport à la question de la sécurité dans notre province. Qui est notre interlocuteur? Quand je passe au niveau des médias, chaque radio a des antennes dans toutes les entités de la province du Sud Kivu qui produisent des rapports, qui envoient des informations à leur station. Et la station répercute les informations. Et il y a des services habilités qui reçoivent ces rapports. Tous les acteurs de la société civile ont des antennes dans tous les territoires, toutes les communes. Le pouvoir lui-même, il a des CLC, le comité locaux de sécurité, qui transmettent des rapports. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? Est-ce qu'on les lit d'ailleurs? Et après les avoir lus, qu'est-ce qu'on fait des recommandations de ces rapports? Et moi je dis, nous n'avons pas un interlocuteur valable, compétent dans le service de sécurité. Nous n'avons pas des personnes qui mettent la sécurité au centre de leurs préoccupations. Comment on peut être fier d'avoir travaillé dans ce domaine et que 10 ans après, il n'y a pas de solution?
il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il suffit d'être appelé ministre de l'Intérieur, gouverneur de province, et que dans votre programme, il y a l'aspect de sécurité, et ça suffit là-bas? Les gens ont besoin des éléments concrets. Et donc, le premier élément, c'est qu'on ne tient pas compte de tous les cris des populations. Lorsqu'il s'agit de responsabiliser les gens, on met au niveau du ministère des gens qui ne sont pas compétents. Et quand je dis qu'ils ne sont pas compétents, s'ils étaient compétents, ils rendraient compte à la population. Dire à la population la situation était à la phase 0, nous sommes déjà à niveau 2, niveau 3, mais rien ne se fait. Je vais aller plus loin pour dire, est-ce que dans cette province du Sud Kivu, ici, il y a une politique particulière pour la sécurisation des personnes? Est-ce qu'il y a une politique? Où se trouve cette politique? Qui sont les parties prenantes dans cette politique-là? Et comment les gens sont mobilisés pour marcher ensemble dans cette politique? Et donc, je me dis quelque part que nous prenons une chose et nous faisons le contraire. Si aujourd'hui nous continuons à débattre sur cette question là-bas, nous avons besoin qu'il y ait un mécanisme qui nous permette de nous arrêter, de nous retrouver ensemble pour dire qu'est-ce que nous faisons de cette insécurité, qu'est-ce que nous faisons de cette justice populaire. Je peux rappeler à l'opinion qu'il existe au niveau de l'Assemblée provinciale ici un édit sur la lutte contre la justice populaire. Où se trouve cette Si vous allez même au niveau de l'Assemblée, posez la question aux députés qui sont là-bas, ils vont vous dire qu'il faut aller au secrétariat. Est-ce que ces copies existent encore? Si vous allez au niveau du gouvernement de la province ici, est-ce qu'on a la copie de cet édit-là? Et qu'est-ce qu'on en fait? Si vous allez au niveau des juridictions, cours et tribunaux, on va vous dire que si on ne s'inspire pas de ce document, c'est parce que ce n'est pas encore publié dans le bulletin. Au niveau de province, on appelle ça bulletin. Et au niveau national, on appelle ça journal officiel. Ici, c'est bulletin. Mais qu'est-ce qui interdit l'autorité provinciale à créer ce bulletin ici? C'est pour vous dire que la plupart des gens qui doivent travailler dans ce processus de lutte contre l'impunité, et ici, la question de justice, je suis en train de les appeler, je m'excuse, d'incompétents. Je dis qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On va dire aujourd'hui que la population aussi doit être impliquée. J'accepte. Parmi les parties prenantes, la population. Mais la responsabilité première, le lead, c'est l'autorité. Et si l'autorité ne fait rien, on risque encore, comme je l'ai senti dans le discours de mon co-débatteur, que ça a existé hier, ça existe et que ça pourrait encore exister. Et donc, je suis en train de demander, moi, Raphaël, et je le dis, nous avons besoin de nous retrouver autour de ce que moi j'appelle les états généraux de la sécurité en province. Que toutes les parties prenantes se rencontrent et arrêtent, fassent un état des lieux de la situation, réévaluent la situation, les stratégies, le contexte, et puis nous sortions là-bas avec des énergies nouvelles dans notre province ici. Sinon, on va nous jeter tous dans cette irresponsabilité. Ok, merci beaucoup. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Godefroy, pour terminer, vous avez entendu Monsieur Raphaël. Est-ce que la province a une politique de sécurité? Est-ce qu'elle est mise en œuvre? Et puis, avez-vous les moyens de votre politique? Il a même dit,
Mon ami Raphaël a même dit qu'il n'a pas d'interlocuteur, incompétent. Je confirme. Tout ça. Je pense qu'il se trompe. Ça n'engage que lui. Oui, ça l'engage lui parce que je confirme. Il sait très bien que tous les rapports produits par la société civile, toutes les associations de la société civile, les organismes de la société civile, c'est comme ça qu'on les appelle, tous ces rapports-là tombent sur la table du ministre de l'Intérieur et il y a des réactions. Nous venons d'une émission où je vous ai très bien dit que le ministère n'a pas attendu qu'il soit interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale, a mis en place un dispositif de lutte contre la justice populaire. Je vous ai dit que aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller toute personne, du moins les responsables de base, là où s'est commis la justice populaire. Il doit répondre. Et donc déférer en justice les auteurs, ceux qui ont touché sur la personne. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est un mécanisme. Nous n'avons pas entendu que Raphaël parle à Radio Sphère. Mais pourquoi on ne sait pas ce que vous faites? Pourquoi vous ne communiquez pas sur ce que vous faites? Pourquoi il y a une certaine cassure entre vous et la population? Non, c'est parce que les gens... Il y a un problème de collaboration. Les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. Radio Sphère peut-être ne suit pas. Ou mon cher ami Raphaël, lorsqu'il y a eu interpellation des femmes Badjakazi et des Batomichi. La politique sécuritaire existe. Permettez, madame, je vais y arriver. Parce que l'émission il m'a bouffé beaucoup de minutes. Eh bien, lorsque nous avons mené cette action-là avec les procureurs de Kavumu, parce que c'était des femmes de Walungu et Kabare, la population était informée, les procès étaient publics. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Et ces femmes ont été condamnées. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé que ça s'arrête. Donc, il y a des actions. Donc, nous suivons ce que disent les organisations de la société civile. On ne laisse pas. L'interlocuteur est là. Monsieur Raphaël n'est jamais passé voir les ministres pour qu'on dise non, je ne vous reçois pas. Parmi les gens qui sont reçus en priorité dans notre ministère, ce sont les organisations de la société civile. Ils défilent tout le temps là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites de ces rapports-là? Je viens de dire, madame, il y a des actions. À moins que vous ne m'écoutez pas. Il y a des actions pour lutter contre la justice populaire. Il y en a. À ce qui concerne la politique générale, globale de la province, il y a ce qu'on appelle les plans de sécurisation de la province du Sud Kivu. Il existe. Et qui est mis en œuvre. Oui, mise en œuvre, oui. Vous avez les moyens de votre politique. Les moyens sont là, ils sont ce qu'ils sont, mais les moyens sont là. Parce que, madame... Les moyens sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, à 1h du matin, de jeter l'œil sur la rue? Vous verrez des colonnes de militaires et de policiers, ce qu'on appelle patrouilles mixtes. Ah, c'est ça la politique. Ces gens-là, oui, ça fait partie. Ça fait partie, comment dirais-je, c'est une partie de la mise en œuvre de cette politique. Mais est-ce que vous avez les moyens? Les moyens financiers. Les moyens sont là, mais ces messieurs-là, la Jeep qui va un peu partout, et là de l'essence, et là du carburant pour pouvoir fonctionner. Mais ça ne suffit pas, madame. Nous sommes dans une situation où les moyens ne sont pas suffisants. Mais le gouvernement provincial maintient la sécurité de la ville malgré les problèmes, parce qu'il a bien dit qu'il faut que la population participe aussi à ça. La population. Vous, madame, si vous voyez quelqu'un qui a un sac suspect, il faut vite courir comme en Tanzanie, et prévenir la police. Si vous dites non, il y a un tout ça, l'État, sachez que demain, on va venir chez vous. Donc, je pense que la sécurité, c'est une affaire de tous. Vous n'allez pas dire non, le gouverneur est là, tout le monde est là, donc c'est fini. Non. Il faut qu'il y ait collaboration de tout le monde. Et maintenant, ce qui concerne ce qu'il a dit, mon ami a parlé des États généraux. Non. Le gouverneur n'a pas attendu que Wakenge en parle. La semaine qui vient de s'achever, nous étions dans un forum préparatif, des travaux préparatoires au forum sur la paix, sur la sécurité et le développement au Sud Kivu. Ça va se tenir avant la fin de cette année. Les préparatifs, on est en train de mettre la dernière touche pour qu'on invite. On invitera tout le monde pour venir parler de la sécurité et de donner les détails
ce qu'il faut faire pour que la population du Sud Kivu puisse respirer. Donc on ne dort pas, on ne jette pas tout, tous les rapports ne sont pas jetés. Et ça a été fait sur base des rapports des organisations de la société civile. Donc on ne jette rien. Voilà, madame. Ok, merci. Nous allons terminer avec cette émission. Monsieur Raphaël, une dernière question. La justice populaire continue, elle devient de plus en plus récurrente. Quelle est la solution selon vous? Je vais m'approprier les cris de la population pour dire que la population n'a plus besoin des discours. La population a besoin des concrets. Je viens de lire dans le discours de mon co-débatteur qu'il y a une action en vue. Je ne sais pas si on peut avoir toutes les garanties par rapport aux moyens liés à cette activité-là. Si la sécurité dans l'ensemble souffre de l'absence des moyens, vous avez compris qu'il a été pour lui des difficultés pour répondre à la question des moyens de leur politique. Non, je lui ai dit qu'il y en a, mais très peu. Voilà. Il y a peu de moyens. De la rétrocession, de la mobilisation. Il dit généralement qu'il n'y a pas rétrocession, généralement. Par des rétrocessions. Elle est irrégulière. Bon, ces mots-là de rétrocession, on n'en a pas parlé. Bon, on pourra en parler prochainement. Dans nos prochaines éditions. Ouais. Alors, je voudrais dire tout simplement que la question de la sécurité suppose qu'on puisse s'arrêter. Tous les acteurs doivent s'arrêter pour dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment faire la relecture de nos stratégies pour que nous puissions ne plus revenir ici à l'émission avec les plaintes que nous venons d'évoquer ici. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons mis aujourd'hui côte à côte Monsieur Raphaël Wakenge, qui est coordonnateur national de l'initiative congolaise pour la justice et la paix. Il est aussi coordonnateur de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle. Monsieur, merci Raphaël Wakenge d'avoir répondu à notre invitation. Et nous disons aussi merci à Godefroy Mouivois, qui est jusque-là directeur du cabinet du ministre provincial de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci de continuer à nous suivre sur www.svenmediab.info et de capter la radio Sven sur 89.3 MHz pour continuer à suivre nos émissions. Vos remarques et préoccupations sont les bienvenues sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. À très bientôt. Forme.